démarrer cette webconférence. Donc, le réseau rural régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur organise et est ravi de vous accueillir donc, pour cette webconférence consacrée à la présentation du dispositif des boutiques à l'essai mis en place sur le territoire de Serre-Ponçon dans les Hautes-Alpes. Un sujet qui concerne à la fois l'initiative économique en zone rurale, mais aussi la désertification des centres-villes et le déclin des commerces de proximité. Il faut dire qu'ouvrir un commerce, c'est tentant, mais ça peut être risqué, et d'autant plus dans cette période si particulière, et qui plus est en zone rurale. Donc cette initiative s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre d'un cycle de webconférences qui sont proposés par les réseaux ruraux régionaux dans un certain nombre de réseaux ruraux, que sont notamment les réseaux ruraux d'Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Guyane, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec l'appui du réseau rural national. L'objectif, c'est de présenter les initiatives de développement rural et de favoriser les échanges d'expériences au-delà de nos frontières administratives régionales. Donc voilà pourquoi ces webconférences sont ouvertes au plus grand nombre. Ce déroulé donc, de la webconférence se présentera de cette manière. Nous aurons un temps qui sera consacré à la présentation du projet du dispositif des boutiques à l'essai, donc pendant la première demi-heure, et un autre temps, l'autre demi-heure, sera consacrée aux échanges avec vous. À mes côtés, donc, pour cette séance, j'accueille Stéphane Blondel, qui est le directeur de l'initiative Nord-Hautes-Alpes, qui va se ramener à présenter le dispositif. Également, Léo Lambiel de l'INA, également, qui sera à nos côtés et qui pourra répondre à vos questions. Et Camille Anglada, également, animatrice du GAL Pays Sud, qui nous parlera donc du programme LEADER, puisque ce projet bénéficiait d'un financement de LEADER. Nous en sommes à une 35 personnes connectées, donc ravi de vous accueillir et de pouvoir échanger sur ce sujet qui vous intéresse. Quelques consignes pratiques donc, que je vous rappelle et que je serai amenée à vous rappeler tout au long de la réunion. Donc cette webconférence est enregistrée. On vous invite donc à être dans un environnement le plus favorable pour pouvoir écouter et participer au débat. Veillez surtout à éteindre vos micros, éventuellement votre caméra si le flux n'est pas suffisant, de manière à ne pas encombrer le flux numérique et d'éviter peut-être des bruits sonores. Comme je vous le disais en début de séance, n'hésitez pas à renommer dans la petite fenêtre indiquant vos noms, prénoms, structure et département, de manière à ce que chacun puisse s'identifier. Au cours de cette première partie, les intervenants vont vous présenter, vont intervenir, et donc il y aura, merci de ne pas les couper parce que c'est ainsi que nous organisons ces webconférences. Les échanges auront lieu dans la deuxième partie, donc à partir de 11h30, mais d'ores et déjà, je vous invite à poser vos questions via le chat, puisque dès 11h30, nous prendrons les questions que vous aurez posées dans le chat pour que les intervenants puissent répondre à vos questions, que nous espérons nombreuses. Et puis également, n'hésitez pas aussi, on pourra vous laisser la parole pour apporter votre témoignage sur vraisemblablement sans doute aussi des expériences de boutique à l'essai que vous aurez pu mener aussi dans vos territoires. Sans plus tarder, puisqu'on est 11h05 et que nous allons rentrer dans le concret du sujet qui nous réunit aujourd'hui, je vais céder la parole à Camille Anglada, l'animatrice du GAL Pays Sud, pour nous dire quelques mots sur le GAL et notamment les raisons qui l'ont conduit à accompagner le projet des boutiques à l'essai sur le territoire de Serre-Ponçon. Oui, bonjour. Du coup, donc Camille Anglada, animatrice du GAL du Pays Sud, qui veut dire Serre-Ponçon, Ubaye-Durance, donc qui est constituée de 2 communautés de communes. La communauté de communes de Serre-Ponçon, avec comme commune centrale Embrun, et la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye-Serre-Ponçon, avec comme ville centrale Barcelonnette. On a une particularité sur ce Pays Sud, c'est qu'on est à cheval du coup entre le 04 et le 05, donc on est bidépartemental.
Et on est réunis autour du lac de Serponçon qui a été le lien entre ces deux communautés de communes. C'est la deuxième fois que le Pays Sud porte un programme leader. Et sur cette programmation 2014-2020, la stratégie était très tournée sur la diversification du développement économique, la diversification et le développement économique, avec comme idée un peu phare d'être un peu hors tourisme et hors neige. Alors pourquoi ces deux points-là? Parce qu'on a un autre fonds européen qui s'appelle Espace Valléen qui était axé complètement sur le tourisme, et hors neige parce qu'on a quand même une grosse dépendance au tourisme liée au sport d'hiver, et que l'idée c'était vraiment d'insuffler une dynamique un peu différente sur le territoire. On a 6 fiches actions sur notre territoire afin de répondre à cette stratégie. On a une qui est plus sur tout ce qui est études et pour une meilleure connaissance du territoire pour faire du développement. Une qui est plus sur offrir des conditions d'accueil de qualité. C'est dans celle-là que va s'inscrire le projet dont on va parler par la suite. Une autre sur le décloisonnement des pratiques, la mutualisation de l'ingénierie. Une quatrième qui est sur la valorisation des ressources, et c'est celle-là qui est en fait le cœur de notre stratégie et où la majorité des projets vont s'inscrire. Une cinquième sur l'attraction avec le développement du marketing territorial, et la dernière sur la coopération au sens leader, qui est sur tous les territoires leaders. Donc, je vais revenir sur la fiche action 2 qui s'intitule « Offrir des conditions d'accueil de qualité pour accompagner durablement les forces vives sur le territoire ». Et donc, c'est dans cette fiche action que s'inscrit le projet porté par la plateforme Initiative Nord-Hautes-Alpes, qui est de la mise en place du dispositif Ma boutique à l'essai. Pourquoi ce projet nous a séduit le comité de programmation leader? C'est parce qu'on est vraiment au cœur de l'idée de la diversification économique et accompagner les territoires, les différentes communautés de communes et communes ça c'est la volonté du dispositif de redynamiser les centres-bourgs et de permettre à tout un chacun de créer une nouvelle activité économique. Donc là, ce projet se porte sur la communauté de communes de Serponçon, donc la moitié de notre territoire, parce que c'est le territoire d'action qui est compris dans le territoire de Initiative Nord-Hautes-Alpes. Et donc, je vais laisser l'équipe d'Initiative Nord-Hautes-Alpes vous présenter plus en détail ce qu'est le dispositif. Merci. Merci Camille. Je vous invite toutes et tous à vraiment veiller à éteindre vos micros, s'il vous plaît, ce qui évitera les interférences et les bruits de sourdine. Merci beaucoup de votre coopération. Monsieur Blondel, la parole est à vous. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous et puis bravo, félicitations pour l'organisation de cette webconférence. Bonjour à Camille, puis bravo Camille pour la photo avec le drapeau européen en arrière-plan, c'était bien vu. En tout cas, c'est parce que bien sûr, ce dispositif que je vais vous présenter s'inscrit avec un accompagnement financier européen leader. Voilà, c'est important. Donc, pour commencer, je veux rendre à César ce qui appartient à César. Ce dispositif boutique à l'essai, je ne l'ai pas créé. Je me suis inspiré, j'emploie le verbe inspirer pour quelques raisons que je vous dirai après, du dispositif qui a été créé par la Fédération nationale des boutiques à l'essai. Il y a une Fédération nationale des boutiques à l'essai. De toute façon, il faudra en passer par eux si demain, sur vos territoires, vous souhaitez mettre en œuvre cette action. Cette Fédération nationale des boutiques à l'essai a vu le jour en 2013. Elle a été conçue, pensée, initiée, étrangement, par une plateforme aussi. C'est la plateforme Initiative Oise, dans l'Oise. Et la toute première boutique à l'essai a vu le jour à Nyons, vous voyez, et c'était en 2013. Alors, depuis 2013, qu'est-ce qui s'est passé? La fédération s'est développée. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau national, il y a à peu près une centaine de boutiques à l'essai en activité sur le territoire national. Vous allez me dire, ça paraît peu, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, notamment en termes de mobilisation de ressources financières et humaines. C'est en cela que c'est beaucoup. Et c'est beaucoup parce que c'est un dispositif qui vise, et là on vient au cœur du sujet,
à répondre à une problématique de désertification des bourgs, centres-bourgs, des villes, enfin des villages et des villes. Ça, c'est la réalité. Tout est parti de là. Alors, nous, le constat que nous avons fait, et c'est là-dessus que nous avons monté notre dossier leader avec Camille Anglada et le Pays Sud, c'est se dire, voilà, nous sommes sur un territoire rural. Pour vous présenter un petit peu le contexte, notre structure, la plateforme Initiative NoHautes-Alpes, qui porte ce dispositif, œuvre sur un territoire de montagne rural, de surcroît rural, de haute montagne, un bassin de vie de l'ordre de 54 000 habitants. Ça vous donne une petite idée. Vous voyez, sur tout le nord des Hautes-Alpes, c'est seulement 54 000 habitants. Donc beaucoup de villages, beaucoup de bourgs, beaucoup de petites communes. Et bien sûr, vous l'avez compris, une problématique réelle et sérieuse, comme dans beaucoup de départements ruraux, désertification, fermeture du commerce de proximité. Ça, c'est la réalité. Pour les raisons que vous connaissez tous, hein, on ne va pas refaire le film, l'évasion commerciale, le changement de comportement d'achat des consommateurs, le net, tout ce que vous voulez. Tout apparaît et la réalité, elle est là aujourd'hui, c'est que ce commerce de proximité est en souffrance, en tout cas sur nos territoires et j'imagine ailleurs. Je tiens aussi à vous préciser que le département des Hautes-Alpes, c'est quand même le troisième plus petit département de France en nombre d'habitants, derrière la Creuse et la Lozère, je crois, enfin, quelque chose comme ça. Donc, ça vous donne une petite idée un peu de la configuration. Donc, moi, mon métier, à la base, en tant que plateforme, c'est d'accompagner des porteurs de projets. Donc, des créateurs, des repreneurs d'entreprises et puis aussi du développement. Pensez bien que sur mon territoire, la création et reprise d'entreprise, elle se fait, on se bat, mais pour nous, ce n'est pas une mince affaire. Concrètement, on est confronté à pas mal de problématiques. Problématique de la saisonnalité, parce que nous vivons au rythme des saisons, de l'enclavement, du bassin de vie, enfin, toutes ces problématiques. Et nous constations que nous étions incapables aujourd'hui de répondre à des demandes faites par des petites communes pour les accompagner, pour les aider à maintenir et à préserver une activité, une simple activité commerciale. Alors quand je dis simple activité commerciale, parce que pour ces communes, c'est un espace de vie, c'est un espace d'échange, c'est essentiel. Et pour l'élu, pour la collectivité, d'assister impuissant à la fermeture de tous ces commerces de proximité un par un, c'est une véritable tragédie. Le constat qui a été fait pour pouvoir avancer, pour répondre à cette problématique à la demande des élus. Alors, vous m'entendrez beaucoup parler des élus parce que vous allez vous apercevoir que ce dispositif, surtout en milieu rural, est un dispositif que les élus vont s'approprier très rapidement, très enclins à participer à ce dispositif et à vous accompagner dans ce dispositif. Parce qu'ils parviennent avec ce dispositif à visualiser quelque chose, une situation, un contexte, et ils ont le sentiment qu'avec ce dispositif, on peut apporter quelque chose de concret, de par la visualisation. Le constat que nous avons fait avec les élus de ces territoires, c'est que, un, on avait donc désertification de nos bourgs. Deux, le foncier. Les propriétaires fonciers de ces locaux commerciaux vacants étaient des gens désabusés, fatigués, épuisés. Par quoi? Eh bien, par le fait d'avoir mis en location leurs biens et très souvent se retrouver dans une situation où le loyer n'étant pas payé, contentieux, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc des propriétaires qui étaient à bout et qui ne souhaitaient plus réellement maintenant relouer très souvent leur local commercial. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, des commerçants, des associations de commerçants aussi qui n'en peuvent plus de cette situation, qui ont le sentiment d'être délaissés par les pouvoirs publics, par la collectivité. Vous connaissez comme moi les commerçants dans ces moments-là, les revendications, les colères et la fatigue. Trois, des communes, des collectivités elles-mêmes qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas de réponse concrète. Alors, pourtant, la France est un grand pays. Je ne connais pas de pays au monde avec autant de dispositifs d'accompagnement et de réseaux d'accompagnement pour la création et reprise d'entreprise. Je n'en connais pas. C'est absolument incroyable. Et bien, malgré cela, les collectivités vous diront mais on ne fait rien, on ne nous aide pas, pour vous dire. Et enfin, dernier constat, et là j'en parle en connaissance de cause, des porteurs de projets, je dis bien des porteurs de projets, qui me disent bah, j'ai un projet, mais j'ose pas, j'ai peur. Parce que je ne suis pas sûr que ça marche. Tout est parti de là. Donc le constat, c'était de se dire que toutes ces personnes, toutes les parties prenantes devaient se retrouver et échanger.
il fallait créer une connexion entre toutes les parties prenantes, de la collectivité aux propriétaires fonciers, aux porteurs de projets, aux organismes d'accompagnement. Elle va me dire, alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait une grande table ronde? Non, 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 on n'a pas fait une grande table ronde. Le travail qui a été initié en tant que plateforme, ça a été de faciliter les connexions entre toutes ces parties prenantes et de trouver, être force de proposition à toutes ces parties prenantes. Dans l'ordre, je vais reprendre. J'ai parlé de la collectivité. Donc, je vais dire à la collectivité, vous avez raison, la situation va mal, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Est-ce que vous avez aussi les moyens de nous aider? Alors, comment nous aider? Ça commence, bah, peut-être nous aider de faire un état des lieux, des locaux, des caries, des friches, des locaux vacants, enfin tout ce que vous voulez. Réfléchir avec nous aussi, quelles sont les priorités? Parce que si vous avez un bourg où tout est fermé et que vous envisagez de réactiver quelque chose, de relancer quelque chose, il y a peut-être des priorités pour la collectivité, pour des raisons stratégiques d'aménagement urbain, tenir compte un petit peu des perspectives urbaines de la dite collectivité. Et puis aussi, quelles sont les priorités attendues de la collectivité pour la réimplantation, la réouverture de commerce? Il y a des priorités. Alors, je vous rassure, ils veulent tous la même chose. Hein. Ils veulent tous leur épicier, ils veulent tous leur pharmacien. La réalité, ce n'est pas celle-ci. Mais ils veulent tous ça. En tout cas, ils veulent tous au moins un multiservice. Et c'est vrai que le multiservice est important. Donc ça, c'est avec eux réfléchir sur ce qu'on doit traiter en priorité. Quel espace marchand de l'hypercentre doit être traité en priorité? Espace marchand de l'hypercentre, de façon cohérente et stratégique pour la collectivité. Vis-à-vis des propriétaires fonciers, donc les rencontrer. Alors, là aussi, je peux appuyer sur la collectivité qui va me mettre en contact avec les propriétaires fonciers, avoir les coordonnées, adresses, téléphones et compagnie, afin de présenter ce fameux dispositif, donc, de boutique à laisser, et de leur apporter des garanties. Le propriétaire me dira, écoutez, je veux bien tout ce que vous voulez, mais moi, il me faut des garanties. Et les garanties, je vais vous les donner après pour le propriétaire foncier. Pour le porteur de projet, c'est pareil. On les rencontre assez facilement. On a tous les organismes d'accompagnement qui peuvent être force de proposition, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi la possibilité d'attirer l'attention d'un public de passage sur l'opportunité d'une boutique à laisser. Ces organismes d'accompagnement sont là pour essayer de vous aider à trouver le profil idéal dans la boutique. Et si je vous parle de ces organismes d'accompagnement, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, sur mon territoire, je me suis appuyé sur une couveuse d'entreprise. Pourquoi? Parce que ces couvées avaient des compétences, avaient déjà un savoir-faire, avaient un début de clientèle en tant que couvée et ont la possibilité d'aller plus loin, de se projeter en se disant, tiens, maintenant que je travaille à domicile en tant que couvée, je vais voir si mon projet est viable en ayant pignon sur rue. Donc, on a affaire à des couvées déjà qui sont un peu plus structurées dans leur projet. C'est quand même important. Mais il n'y a pas que les couvées, mais moi, c'est un exemple que je vous donne. Donc, tous ces gens-là, il faut leur apporter des réponses et des garanties. Réponses et garanties se trouvent dans le dispositif Ma boutique à laisser. Alors, la boutique à laisser, qu'est-ce que c'est? C'est un local, dans le contexte que je vous ai défini, qui a été sélectionné, une communication sur cette vitrine. C'est important la notion de vitrophanie. Hein. La vitrophanie, c'est, alors tout à l'heure, Nankazo fera voir quelques photos, c'est une signature, un code couleur qui a été défini par la Fédération nationale des boutiques à laisser, où en gros, on annonce clairement sur la vitrine, on colle à l'extérieur, sur toute la vitrine, un dispositif, un slogan, et si c'était votre boutique, contactez tel organisme avec tous les logos, tous les partenaires. Alors pourquoi cette vitrophanie est importante? Parce qu'on s'est aperçu qu'en mettant cette vitrophanie, les gens qui commençaient à nous contacter sur le numéro de téléphone qui est affiché, ce n'étaient pas spécialement des gens extérieurs au territoire, mais bien au contraire, très souvent des gens du quartier ou du secteur qui sont passés devant cette vitrine toute leur vie. Quand je dis toute leur vie, le temps que vous habitez dans le quartier, dans le secteur, et qui d'un seul coup se disent « mince, mais j'y avais pas pensé, je ne sais pas ce que c'est, pourquoi pas moi ?» Vous voyez un petit peu, c'est très important cette signature au tout début. En plus, c'est important pour l'ensemble des partenaires qui vont vous accompagner sur un plan technique ou financier. Il faut les valoriser, donc leur signature est présente sur la vitrophanie. Donc, une signature qui rappelle, pourquoi pas votre boutique, contactez-nous, on va pouvoir vous accompagner dans les meilleures conditions possibles. Deuxième chose, ensuite, une fois qu'on a annoncé cette signature, on réceptionne bien sûr les demandes
de personnes à qui on adresse un mini-dossier. Un mini-dossier où la personne se présente, où le porteur de projet va se présenter et va présenter succinctement son projet. Mais alors vraiment, ce n'est pas un prévisionnel, ce n'est pas un business plan, c'est quelque chose, vous dit voilà, je m'appelle Monsieur X, je suis demandeur d'emploi, j'ai un projet de rôtisserie ou de vente de tourtons, je n'importe quoi, j'aimerais bien le faire dans ce local, voilà, très simplement. Toutes ces candidatures vont être triées, sélectionnées au sein d'un comité d'agrément ad hoc que nous créons sur le dit territoire. Qui retrouve-t-on dans ce comité d'agrément ad hoc? Bien sûr, la collectivité concernée, bien sûr, les organismes d'accompagnement qui sont associés à la démarche, bien sûr, le propriétaire foncier et bien sûr, l'association des commerçants qui elle-même est très souvent concernée par ce qui se passe sur sa commune. Et enfin, tous les autres partenaires financiers que vous pouvez mobiliser. Moi, dans mon cas, par exemple, sur la commune d'Embrun, dans mon comité d'agrément, j'avais la caisse d'épargne, j'avais un assureur, Aviva. Alors pourquoi ces deux-là? Parce que ces deux-là on noue un partenariat avec nous en disant, ben voilà, pour toutes les personnes qui s'installent dans une boutique à l'essai, moi, banque, caisse d'épargne, gratuité du compte, de la gestion du compte pendant 6 mois. Pour l'assureur, c'était, eh bien moi, pendant 6 mois, la responsabilité civile, il y a une remise de 50%. Vous voyez des choses comme ça, mais c'est important parce que ces gens, de ce coup, s'intéressent aux perspectives du territoire. Donc, toutes ces personnes sont réunies et ensemble, on étudie, on regarde l'ensemble des projets qui ont été déposés. Et pourquoi ce comité est important? Parce que vous avez bien compris. Vous allez voir que dans ce dispositif, on a beaucoup de demandes, notamment au niveau de la restauration rapide. Bah oui, c'est logique, hein, partout, voilà. Sauf que la restauration est un secteur extrêmement compliqué aujourd'hui. Il faut tenir compte de la concurrence. Il faut tenir compte des autres. C'est-à-dire qu'on n'est, c'est pas un dispositif pour mettre à mal l'existant. Il faut que ce soit un dispositif qui soit complémentaire à l'existant. Il faut prendre conscience que les collectivités puissent se donner des priorités. Dire, moi, je préférerais avoir un boulanger plutôt qu'un restaurateur, dans la mesure du possible, dans la mesure du monde. Ça, c'est le principe. Ce qui fait que tout le monde se met d'accord autour de la table. Donc, oui, là, c'est pour cette activité, pourquoi pas, essayons, il y a peut-être un marché. Une fois que le dossier est retenu, tout le process d'accompagnement traditionnel que vous connaissez avec les organismes d'accompagnement, les consulaires en passant par tous les différents réseaux associatifs, se met en place pour accompagner au montage du dossier. Donc, état des lieux, petit business plan, prévisionnel, si nécessaire, voilà, toutes ces choses-là. Alors, le rôle d'une plateforme comme la mienne, c'est d'être un coordinateur de tout ça, de faire en sorte que le porteur de projet se mette en connexion avec les bonnes personnes pour pouvoir avancer sur le dossier. Cette personne que l'on va sélectionner et que l'on va installer dans ce local, elle va être installée dans des conditions, ce que j'appelle moi, rassurantes pour lui et pour le propriétaire du local. Pour le propriétaire du local, alors ça, c'est un petit peu la patte du Pays Sud, de la plateforme Initiative Neurolzab, et c'est un petit peu la façon dont on a adapté le dispositif Ma Boutique à l'essai. Nous, on a constaté que les propriétaires avaient peur de louer le local. Et comme le rôle d'une plateforme, c'est d'accompagner financièrement ces porteurs de projets avec un microcrédit, avec un prêt d'honneur à 0%, sans caution, sans garantie, parce que notre volonté, c'est que la personne ne s'endette pas, qu'elle démarre dans les meilleures conditions, mais sans risque, sans endettement. On a décidé, d'un commun accord avec les porteurs de projets et les propriétaires fonciers, que la somme, le prêt qui sera accordé à cette personne, une partie de cette somme sera versée directement au propriétaire foncier du local pour assurer les 6 premiers mois de loyer, puisque la philosophie de Ma Boutique à l'essai, c'est d'abord et avant tout un dispositif juridique avantageux de bail dérogatoire de 6 mois renouvelable une fois. Vous avez quelqu'un qui est prêt à se lancer, à qui on va accorder un petit prêt pour l'aider à démarrer dans un local dont le propriétaire accepte de mettre ce local à disposition puisque son loyer sera réglé en totalité avec le mois de caution via ce prêt d'honneur. À me dire, le propriétaire, il a beau rôle lui là-dessus. Tout ce qu'il a à faire, c'est mettre son local et toucher le loyer comptant. Oui et non. Pensez bien que la négociation
et la participation du propriétaire, un, certes, c'est d'accepter de relouer son local, deux, c'est de faire des efforts en termes soit de décoration, soit de travaux, parce que parfois, on a affaire quand même à des locaux qui sont dans des états, s'il accepte de le faire. Trois, c'est d'accepter pendant ces 6 mois de faire un effort financier sur le montant du loyer. C'est fou, hein? La moyenne de ce qui se pratique sur notre territoire, on conseille souvent de rechercher des locaux entre 30 et 50 mètres carrés, pas plus, pour un loyer moyen de 10 € du mètre carré, pas au-delà. Sinon, ça ne passe pas. Le provisionnel ça ne passera pas. Donc, en fait, c'est dire au propriétaire, écoutez, on a ce local, ça nous intéresse, grosso modo, c'est 10 € du mètre carré, est-ce que vous en êtes d'accord? C'est 6 mois, c'est un bail dérogatoire de 6 mois, et dans 6 mois, on fait le point. On renouvelle une fois, ou bien on arrête. Parce qu'au bout des 6 mois, que ce soit le propriétaire ou le créateur, le porteur de projet, on peut mettre un terme au partenariat. Alors, pourquoi on mettrait un terme au partenariat? Un, le propriétaire se rend compte que l'activité qu'il a vue dans son local peut provoquer des nuisances, lui a posé des problèmes. Ça n'est jamais arrivé, hein, je vous rassure, mais ça peut arriver. Deux, le porteur de projet qui a démarré son activité prend conscience que son activité n'est pas viable. Il pensait avoir trouvé le produit, le service miracle top, et puis en fait, il prend conscience qu'il n'y a pas le marché, que ce n'est pas ça, ou qu'il n'est pas fait pour ce métier. Mais au moins, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. C'est quelqu'un qui aura assumé et vécu jusqu'au bout cette volonté, ce choix professionnel. Donc, au bout des 6 mois, quand on fait le point sur tout ça, la personne décide d'arrêter ou de continuer. Et si elle continue, eh bien là, renégociation entre le propriétaire du local, le porteur de projet, à la fois sur la durée du bail, donc on peut renouveler 6 mois, une fois, bien sûr dérogatoire, ou bien, si on se rend compte que l'activité est remarquable, que la viabilité, la pérennité est avérée, on va dire, on peut très bien imaginer que le propriétaire et le locataire décident de signer un bail commercial 369. Tout se passe comme ça. Donc, on a affaire à un modèle juridique qui est devenu pour moi maintenant presque un outil financier, un outil facilitateur pour inciter, encourager les porteurs de projets en les rassurant, en leur apportant des garanties et des assurances. Vous savez, l'ensemble des boutiques qu'on a soutenues sur notre territoire, je me suis rendu compte que l'argument majeur, ça a été celui-ci. Ce n'était même pas l'argent que moi j'apportais à 0%, sans caution, sans garantie. Le prêt moyen qu'on accorde dans ce dispositif aujourd'hui, c'est aux alentours de 6 000 €. Et ça ne va pas très loin. Avec 6 000 €, en gros, les plans de financement moyens de ces boutiques à laisser, c'est 12 000 €. Il y a souvent 6 000 € de la plateforme. Il y a de l'huile de coude, très important, parce que le porteur de projet va s'investir soit dans les travaux, soit trouver des solutions matérielles, et puis parfois un petit peu d'apport. Vous voyez, on est sur des plans de financement très, très, très minimes, où on minimise les risques et les dangers en cas de cessation d'activité. Grosso modo, si au bout de 6 mois ça ne marche pas, il solde ce qu'il y a dans la boutique, il vend ce qu'il a à vendre, et il fait kin. Hein. Il efface tout ce qu'il doit, les éventuelles dettes. L'avantage, c'est qu'avec une plateforme, c'est qu'il y a quand même des accords. On n'est pas une banque. On peut étaler dans le temps, en fonction de la situation, laisser aux porteurs de projet de se repositionner, de rebondir, hein, et lui laisser un peu de temps pour pouvoir nous rembourser. L'idée, c'est j'ai un modèle juridique qui va vous apporter des garanties où vous savez qu'au bout de 6 mois, vous pourrez faire le point et vous pourrez vous désengager. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Ouais, mais moi, je voudrais bien me lancer, mais j'ai trouvé un local, je dois signer un bail. » Mais un bail 369, si au bout d'un an ça ne marche pas, je ne peux pas casser le bail au bout de 3 ans. Si je n'arrive pas à le vendre, je suis tenu de payer un loyer alors que je n'ai plus d'activité. Oui, c'est tout ça. Et ça, c'est un frein qu'on finit par enlever grâce à ces dispositifs juridiques. La plateforme, dans son accompagnement, elle va d'une part installer la personne dans son local, mais elle va faire en sorte que le suivi qu'on va lui proposer, alors, c'est presque un peu, on est un peu dans l'assistanat, mais c'est volontaire. Les 6 premiers mois, c'est volontaire parce que dans cette démarche d'assistanat absolue, on rassure, on encourage le chef d'entreprise. Mais je vous rassure, très rapidement, au bout du 4e, 5e mois, il aime bien retrouver son autonomie. Il n'a pas besoin d'avoir cette présence permanente. Mais nous, on est là pour le rassurer et toujours lui rappeler qu'il y a des connexions à faire sur son quartier, sur sa ville. Et notre rôle à nous, c'est de faire ces connexions, de trouver des solutions pour qu'il puisse continuer à avancer. Voilà le dispositif tel qu'il est placé aujourd'hui sur notre territoire. Alors vous allez me dire, concrètement,
comment vous l'avez rendu éloquent. Bah, en fait, au début, je ne vous cache pas que j'étais parti sur le modèle national, où c'était alors une signature sur la vitrine, comme je vous disais. Pourquoi pas votre boutique? Pourquoi pas vous? Contactez-nous, ce local, avec toutes les garanties, dans les meilleures conditions. On avait tout prévu, hein, le comité d'agrément avec toutes les personnes, et puis on attendait les dossiers. On n'avait pas de demande. Ben, vous savez pourquoi? Je vous rappelle que mon territoire, c'est 54 000 habitants. Ce sont des communes de 200 habitants, 300 habitants. Alors, j'ai deux communes importantes, une de 10 000 et une de 6 000. Et là où j'œuvre avec ce dispositif, c'est la communauté de communes de Serponçon. La plus grosse commune, c'est Embrun avec les 6 000 habitants, et tout le reste, après, c'est des micro-communes. Ben, il se trouve que la signature sur la vitrine ne générait pas pléthore de demandes. Quand j'avais une ou deux demandes, j'étais content. Donc, je ne pouvais pas me contenter de ça. Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que c'était pas la signature seule ne suffisait pas. Le rôle d'un partenaire, c'est d'aller chercher aussi les porteurs de projets. Et chercher comment? En mettant autour de soi l'ensemble des partenaires qui sont au contact des porteurs de projets. Moi, dans mon territoire, c'est vrai que les couvées ont un rôle très important. Si je vous dis que sur une commune de 250 habitants, où il ne restait plus qu'un petit restaurant, la boulangerie avait fermé, le coiffeur avait fermé, et puis je ne sais plus quoi. Avec les boutiques à laisser, coup sur coup, on a réouvert sur la commune de 250 habitants, écoutez-moi bien, une onglerie. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que vient foutre une onglerie dans une commune de 250 habitants? Une onglerie. Avec une personne qui était donc couvée, qui en fait était en activité depuis pratiquement 2 ans. Elle faisait son métier à domicile. Et quand on l'a rencontrée, on lui a expliqué qu'elle pouvait essayer de structurer son projet, lui donner un nouvel élan en ayant pignon sur rue. Elle a eu peur. Le fameux bail dérogatoire de 6 mois l'a extrêmement rassurée. L'apport financier que je lui faisais de 6 000 €, j'ai dit c'est bon, avec ça, je peux faire mes petits travaux, je peux acheter mon petit stock et compagnie. Aujourd'hui, cette personne, elle a embauché une personne et demie dans une commune de 250 habitants. À côté, on a réouvert un salon de coiffure. Pareil, j'avais affaire à quelqu'un qui était déjà en activité en tant que coiffeuse à domicile depuis quelques années. Et c'est moi aussi, j'ai envie d'avoir pignon sur rue. Sur une autre commune, j'ai eu la même situation avec un coiffeur et avec une boulangerie qu'on a réouvert. Alors, la boulangerie qu'on a rouvert, on n'a pas rouvert un point de fabrication. On a réouvert une deuxième vitrine d'un boulanger qui était sur une autre commune. Et grâce aux boutiques à laisser, il s'est donné les moyens et le temps de voir si le marché était là pour pouvoir vendre du pain sur cet espace-là. Ça, c'est les scénarios que nous avons vécus. Il y a d'autres scénarios qui sont intéressants aussi, qui peuvent attirer votre attention. J'ai eu le cas d'une couturière qui voulait, pareil, qui était en activité. Elle n'était pas dans une couveuse, elle était déjà à son compte en tant qu'auto-entrepreneur à domicile. Elle avait envie d'avoir pignon sur rue. Parce que, alors, la notion de pignon sur rue, vous savez, pour un chef d'entreprise, c'est important. C'est aussi leur identité, c'est leur image. Ça leur donne une vraie légitimité, une vraie identité professionnelle et sociale. C'est vraiment important. Elle avait conscience qu'avec son volume d'activité, seule, une boutique à laisser, avec un loyer même de 300, 500 €, c'était beaucoup trop. Ce qui s'est passé, c'est que dans cette boutique à laisser, on a associé 2 auto-entrepreneurs couturières. On a donc, moi j'ai bien un bail dérogatoire avec une personne couturière qui a soulevé une partie de son local à une autre couturière. Donc à elles deux, elles ont pu faire face aux charges fixes du dit local. Alors se disant, on a 6 mois pour voir si ça marche. Aujourd'hui, elles sont encore là. Voilà, simplement. Ce sont des exemples concrets que je peux vous donner sur le dispositif tel qu'il est fait. Ce dispositif, vous le verrez entre ce qui est présenté au niveau national et la réalité des territoires, il faut l'adapter. Vous serez obligé de l'adapter, comme nous l'avons fait. Alors aujourd'hui, le dispositif, ce qui est intéressant, c'est que avant, je devais le vendre. Et étrangement, aujourd'hui, je n'ai plus à le vendre. Il fait partie du panel de mes produits que j'ai à disposition, comme mes prêts d'honneur et tous les autres prêts que je peux avoir. Tout simplement, je n'ai même plus besoin d'avoir la vitrophanie pour annoncer la chose. Il me suffit de discuter avec le porteur de projet, de connaître le nom de son propriétaire, de lui expliquer qu'il existe ça, ça et ça, et tout le monde est content. Merci, Monsieur Blondel, de votre présentation. Je crois qu'elle a été riche.
à la fois nous a permis de mieux connaître le dispositif des boutiques à l'essai, et puis surtout comment il s'est traduit, mis en œuvre sur un territoire rural. C'était pas à gagner. Et vous avez également cité un certain nombre de cas concrets de boutiques qui ont émergé. Donc, merci pour toutes ces informations. Nous avons d'ores et déjà un certain nombre de questions qui sont relayées via le chat. Donc, je vais proposer de vous en faire part et de manière à ce que vous puissiez apporter des réponses aux questions qui nous sont posées. Donc, j'ai déjà une première question quant à savoir quel est le taux de réussite de ces boutiques à l'essai, c'est-à-dire par rapport au nombre de contacts que vous avez pris, au final, quelles sont aujourd'hui celles qui sont toujours en place. Quelle est une première question sur laquelle il me semble pertinent que vous puissiez répondre? Alors, quelques chiffres, mais c'est simple. Au niveau national, je vous ai dit, il y avait à peu près 100 boutiques à l'essai qui étaient en activité. Sur le territoire seul de Serre-Ponçon, donc la communauté de communes de Serre-Ponçon, donc Camille est la représentante aujourd'hui, nous avons installé 14 boutiques à l'essai. Vous avez vu le ratio? Ce qui existe au niveau national, rien que sur Serre-Ponçon, on en a fait 14. Il se trouve que la dynamique, l'émulation qu'a généré ce dispositif a incité la communauté de communes voisine de Serre-Ponçon, qui est le Guiers-Roquera, chez nous, toute petite communauté de communes, où j'ai pu monter 6 boutiques à l'essai dans la foulée. Donc, sur mon territoire, en l'espace de 2 ans et demi, 3 ans, nous avons installé 20 boutiques. Sur ces 20 boutiques, à ce jour, sur Serre-Ponçon, j'en ai 10 qui sont toujours en activité. Mais, et c'est pour ça que cette question est importante, c'est l'effet qui se coule de ce dispositif. Le fameux local qui est resté fermé pendant des années, dans lequel on a réussi à remettre quelqu'un, et qui, au bout d'1 an, j'ai eu le cas concret avec la personne vendait des tourtons et des pâtes, voilà, bon, et qui a tenu pratiquement 1 an et demi. Et puis qui, au bout d'1 an et demi, a dit non, ça ne marche pas, il faut arrêter. Vous savez ce qui s'est passé derrière? Il y a eu un afflux de demandes pour reprendre le local, hors dispositif. C'est-à-dire que les gens ont redécouvert la potentialité de ce local commercial. Vous redonnez une deuxième vie à un espace marchand qui semblait condamné vu de l'extérieur. On redéfinit des potentiels sur des territoires par ce biais-là. Parce qu'il y a eu une première tentative avec la boutique à l'essai, ça génère une émulation. C'est assez extraordinaire. Et la personne qui est dans ce local, par exemple, je pense des tourtons, on l'a rencontrée, on lui a proposé le dispositif pour la rassurer le propriétaire. On lui a proposé le prêt d'honneur. Elle a dit non, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, ça va très bien, je signe de suite avec le propriétaire. Voilà, ça c'est concret. Parfait, merci. Alors, 11, donc je vous ai dit 10 en activité, les autres n'ont pas fonctionné, mais les locaux ont été repris, naturellement. Donc, nous, on est contents. L'objectif, c'est d'effacer des caries. L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de caries, de friches à pas plus. Après, à la fin, je vous donnerai un projet que nous avons avec Camille Anglada, là encore avec le Pays Sud, qui va tout en amont, bien en amont du dispositif Ma Boutique à l'essai. Je vous le dirai après. Je vais proposer à M. Christophe Roux, qui a posé un certain nombre de questions, de prendre la parole pour synthétiser l'ensemble des questions qu'il a posées, de manière à ce que vous puissiez lui répondre. Très bien. Dis donc, j'ai les honneurs de l'organisatrice, merci. Oui, bonjour à tous. Non, bonjour Christophe. Ouais, c'est un dispositif qui m'intéresse, d'autant que je crois que sur les Hautes-Alpes, vous êtes en dispositif Petite Ville de demain, sur pas mal de villes. Je crois Chorges, ce sera sur Briançon et peut-être Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, je sais pas, et Gap aussi. Briançon et Gap, il me semble, sont retenus aussi. Et Argentière. L'Argentière, oui, l'Argentière l'ABC, Vennes, Serres, enfin j'en ai vu de Laragne, Embrun. Et j'ai vu qu'une des priorités du dispositif, c'était la réactivation des revitalisations des centres-villes. Est-ce qu'il y a des fonds à aller chercher sur ces sujets, d'après toi? Alors, les fonds à aller chercher, oui, je pense qu'il y a des fonds à aller chercher parce que si vous voulez, dans mon cas avec Camille Anglada, le fait que le leader nous ait accompagnés pour le fonctionnement, parallèlement, notre structure avait des fonds propres liés à l'intervention au fonds de prêt. Mais ces fonds propres, ils sont abondés notamment par toi, Christophe, par la BPI, comme par la région. Donc les fonds à aller chercher, c'est peut-être mobiliser une collectivité comme la région qui va faire un focus sur ce dispositif en disant, nous, on a besoin, vous incitiez à la réimplantation d'activités commerciales, artisanales ou de services, parce qu'on n'a pas parlé des différentes activités. C'est vrai qu'il faudrait que je vous en parle un petit peu, parce qu'on pense toujours à boulangerie, épicerie, boucherie, il n'y a pas que ça.
par exemple, sur nos territoires, on s'est aperçu que les professions libérales avaient un rôle clé important pour cacher justement ces caries. Moi, j'ai installé une psychologue du travail à Embrun, dans un local, via ce dispositif. Elle démarrait, elle n'était pas sûre d'avoir la clientèle suffisante pour faire face à ça. Nous avons installé à Châteauroux-les-Alpes à côté, j'ai oublié le nom, Léo, je ne sais pas si vous vous rappelez, Léo. Une psychomotricienne? Oui, oui, sur Châteauroux-les-Alpes, par exemple. C'est surprenant, vous voyez, mais voilà. Donc là, d'un côté, on a besoin de cet accompagnement pour le fonctionnement, pour valoriser ce dispositif, et de l'autre côté, on a besoin aussi de consolider un fonds qui va permettre d'accompagner financièrement ces boutiques à l'essai. Parce que ce qui se passe aussi derrière, tout à l'heure, je vous ai dit, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'endettement, du moins à minima, avec des plans de financement à 12 000 euros. Ça, c'est l'objectif initial pendant 6 mois, voire 12 mois. Mais au bout d'un an, la personne qui rend compte que le projet est viable, elle va avoir besoin qu'on structure et qu'on consolide son activité. Donc, c'est là que rentrent en jeu notamment les banques, les organismes financiers pour pouvoir l'accompagner pour le développement de son activité dans un deuxième temps. D'accord? Voilà. Ok, donc toi pour l'instant, tu n'as pas entendu parler d'enveloppe particulière provenant de ce dispositif national Petite Ville de demain. Il Non. mobilise plusieurs milliards d'euros qui vont être fléchés sur les communes dont on a parlé tout à l'heure, Alors, pour mettre en place des managers de centre-ville et tout un tas d'actions pour justement revitaliser les centres-villes de ces j'en sais territoires. pas plus, tout simplement parce qu'en fait, ces dossiers sont dans les mains des collectivités. Je sais qu'à Embrun, il y a une démarche en ce moment de recrutement d'un manager au centre-ville. C'est pareil à Briançon, mais du coup, ils l'ont fait au niveau intercommunal. Donc, ce sont les Sur collectivités Guillaume, qui ont la main. également. Voilà, absolument, tout à fait. Donc, ils ont la main et en fait, on n'est pas encore réellement associé sur l'opportunité d'un tel dispositif. Vous savez, il y a tellement de choses. Donc, nous, on n'attend que ça. Moi, je sais que, par exemple, je vais faire une confidence, je n'aurais pas en parler, ma coordination régionale des plateformes, Christophe, tu vas l'apprendre bientôt, est en train de faire une proposition concrète, Oui, sérieuse, solide à la région Sud pour ouais. justement intégrer tous ces dispositifs de commerce de proximité, que ce soit le pop-up, que ce soit ma boutique à l'essai, que ce soit des magasins éphémères. Voilà, il y a tout un ensemble de projets qui va être présenté. Voilà, mais j'en sais pas plus. Voilà, absolument. Oui, oui. Et Thomas est là, non? Non? Non, je Non. sais pas du tout. Ouais. Non, mais moi, ça m'intéresse parce que tu es quand même un de ceux qui a le plus d'expérience sur le sujet, quoi. Et Bah, sur une seule personne, a pu voir, tu en as vu plus d'une vingtaine peut-être sur ton territoire. oui, sur 100 en France, Ouais. absolument. Et en Alors moi, partage, il y en a tu 25. as évoqué, il y a plusieurs choses, je vais te poser des questions quand même, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressé. Tu as évoqué à plusieurs reprises les couveuses. Les couveuses, c'est vrai que, est-ce que tu penses que c'est un bon montage que d'avoir des personnes issues des couveuses pour venir, est-ce que tu as souvent utilisé des personnes Oui, venant de couveuses pour lancer un nouveau commerce comme ça? Alors, une ça, partie de la question. Est-ce que tu n'as pas parlé des travaux, je n'ai pas entendu, ouais. mais est-ce qu'il faut prévoir un budget travaux lorsqu'on qu'on se lance dans une boutique à l'essai? À combien est-ce qu'on peut l'estimer? Je pense que ça peut intéresser les gens qui sont aussi dans le webinaire. Et après, est-ce que tu as accès qu'à des locaux vacants, c'est-à-dire qui sont vacants depuis plusieurs mois, ou est-ce que c'est des locaux chaudement vacants, c'est-à-dire qui ont été lâchés par une personne qui s'en va, qui part à la retraite, et des locaux qui étaient exploités Ouais. encore sous peu, quoi. Alors, Ouais, quel oui, type d'accord. de Ok. locaux est-ce que tu... Alors, dans l'ordre, les couvées, oui. Par exemple, sur mon territoire, sur les 14, j'en ai 5 qui sortaient de la couveuse, enfin qui étaient dans la couveuse. C'est pas rien quand même, 5 sur les Oui, oui, 14. non, non, c'est Alors intéressant. pourquoi? Parce que ils avaient en plus cette assurance, cette audace, voilà. Mais il n'y a pas que les couvées. Vous pouvez très bien avoir, si vous allez voir tous les réseaux, que ce soit les boutiques de gestion, le réseau Entreprendre, vous l'a dit, vous pouvez très bien rencontrer des auto-entrepreneurs qui, à un moment donné, se disent allez, je vais aller plus loin. Je ne vais pas me contenter de mon activité à domicile, j'ai envie de me sédentariser et d'apporter quelque chose sur mon territoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment important d'aller présenter, démarcher, essayer de repérer ces personnes. Alors, pour moi, c'est une priorité. Il n'y a pas que le demandeur d'emploi qui est à Pôle emploi, qui est aujourd'hui accompagné pour un projet, est aussi éligible, mais ça sera peut-être un peu plus difficile. Il y aura plus d'inquiétude. 2, concernant les travaux. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'huile de coude. En fait, c'est ça, les travaux. Ouais, C'était l'huile de d'accord. coude. En fait, si tu veux, le deal avec le propriétaire, c'est que le propriétaire, alors on ne va pas prendre les locaux complètement pourris, je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas la peine, c'est peine perdue, c'est trop compliqué. On va vraiment prendre le local qui, à minima, est fonctionnel et pour lequel il faut accorder 2 000 à 3 000 euros de travaux.
Ces 2 000 à 3 000 euros de travaux, c'est souvent partagé entre le propriétaire et le locataire. Il y a des accords entre eux. Il y a un échange qui se fait entre eux. Et pourquoi? Parce que du coup, quand le locataire va dire « Monsieur le propriétaire, je vais rentrer 6 mois, je suis prêt à faire un peu d'électricité. Ah bon, bah, puisque tu joues le jeu, moi, ton loyer, c'est aussi un bon argument pour le baisser pendant ces 6 mois. » Voilà. Très important que le porteur de projet et le locataire se voient et se mettent d'accord sur le principe. Ouais. C'est vraiment la notion de ville de coût. Et pourquoi je fais ça? Je minimise tous les risques financiers. Le plan de financement à 12 000 euros maximum est très, très important. Tout va se jouer en 6 mois. Si la personne s'en sort, c'est merveilleux. On pourra accélérer, permettre le développement du projet. Si ça ne marche pas, on fait en sorte qu'elle puisse cesser son activité dans les meilleures conditions du monde, heureuse, soulagée, sans regret, sans remords, en bon terme avec le propriétaire foncier, en bon terme avec tout le monde. Voilà, tout simplement. Merci de votre échange. J'ai beaucoup d'autres questions que je vais vous relayer parce que, de manière à ce que chacun puisse aussi avoir des réponses aux questions qui se posent. Merci Monsieur Roux pour vos questions. Donc j'ai également des questions qui s'adressent à Camille Anglada et qui portent sur le dispositif leader. Donc un certain nombre de questions qui demandent sur quoi ont porté le financement leader pour le financement de ce dispositif. Voilà, qu'est-ce que Leader a permis de financer dans le cadre de cette action? Oui, alors du coup, nous, le dossier qui a été déposé sur Leader, c'était pour la prise en charge en fait de ce dispositif et la possibilité de le mettre en œuvre. Donc concrètement, on a financé de la communication et du temps de travail. Et dans la communication, on a aussi, c'est ce qui a permis de générer un certain nombre de vitrophanies, les petits macarons qui restent après sur les vitrines, mais aussi un peu d'événementiel pour pouvoir un peu créer une émulation. Et il y avait aussi la cotisation pour cette première année, parce que c'était enfin, je ne sais pas si c'est une cotisation annuelle ou pas. C'est une cotisation annuelle, absolument, voilà. Absolument. Donc pour cette première année, parce que c'était vraiment le lancement d'une nouvelle activité, donc la cotisation a été prise en charge pour cette première année. J'ai vu passer quelques autres questions, notamment Monsieur Blondel disait qu'il y avait aussi, ça avait fait un peu d'émulation au sein de son territoire d'initiative Nord-Alpes et au niveau du Guiers 3. Eux, non, n'ont pas intégré de programme leader. C'est vraiment un effet ricochet. En revanche, ce qui se passe, c'est sur le territoire du Pays Sud, donc sur l'autre communauté de communes, donc qui est dans le 04. Donc on a la plateforme Initiative Alpes de Haute-Provence qui va porter le dispositif à la même échelle. Alors en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est que jusque-là, l'échelle qui était préconisée pour porter le dispositif Ma Boutique à l'essai, c'était la commune. Enfin, la ville, c'était des villes moyennes souvent qui portaient ça. Et là, ce qui est un peu innovant, c'est de le porter à l'échelle d'une communauté de communes. Oui. Donc, de vraiment l'étaler sur un territoire plus grand. Et donc, on va le porter aussi de notre côté barcelonais, qui a commencé à démarrer d'ailleurs, et on a déjà 3 boutiques. C'est quelque chose d'assez dynamique. Et je pense que ce partenariat entre plateforme initiative et ce dispositif, c'est vraiment la rencontre qui va bien. Parce qu'il faut savoir que ce dispositif, il a été pris aussi à l'échelle régionale. Donc, il a été sélectionné, il est porté la région. Alors, je ne connais pas exactement bien le portage, mais en gros, la région a sélectionné quelques villes où une ou deux boutiques pouvaient être ouvertes. Donc, c'est intéressant, mais ça n'entraîne pas le dynamisme qui peut être mis en place avec l'échelle de la plateforme et de la communauté de communes. Alors, c'est une bonne remarque, Camille, parce que nous, on l'a découvert, si vous voulez, je ne sais pas, les gens qui sont présents aujourd'hui à cette webconférence, si vous êtes sur des territoires et des gros bassins de vie. Je ne vous cache pas que sur des communes de 30, 40 000 habitants, ce dispositif marche super bien, beaucoup plus facilement. Vous aurez pléthore de candidatures, tout ce qui s'ensuit. Donc, il est facile pour une commune de 50 000 habitants d'adhérer seule à la Fédération nationale boutique. Alors, la cotisation, avant qu'on me pose la question, nous, par exemple, sur un bassin de vie comme la Comcom de Serponçon, Camille, je ne me dirais pas dire de bêtises, on a 18 000 habitants, c'est ça? Je ne sais plus. Voilà. La première année, c'est 3 000 euros, la cotisation. Vous direz, c'est cher. Sauf que la deuxième année, ça passe. Elle est basée sur quoi, la cotisation? Selon le nombre bassin de d'habitants? vie, nombre d'habitants. Donc, la première année, 3 000 euros. En fait, vous payez quoi? Vous payez les droits d'accès au dispositif qui a été déposé, le code couleur et tout le process et toute la communication. Mais la deuxième année, c'est 500 euros.
partout. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a un investissement fort à faire la première année pour bénéficier de la signature, du slogan, du code couleur, du dispositif de bail dérogatoire qu'on vous met à disposition, de la communication nationale, enfin, c'est tout ça. Voilà, c'est bien pensé. Hein. Après, nous l'avons adapté au territoire. Et je pense que vous serez amené à l'adapter à vos territoires aussi, sincèrement. Tout à l'heure, l'exemple que je vous donnais de payer moi directement les propriétaires fonciers, je suis le seul à le faire en France. Je suis la seule plateforme qui aujourd'hui, j'allais me dire, est-ce que j'ai le droit? Oui, j'ai le droit parce que c'est un prêt intuitu personae. Et c'est la personne qui reçoit mon prêt d'honneur, si elle m'écrit noir sur blanc, je vous demande de régler directement les 6 mois de loyer au propriétaire plus le mois de caution, nous le faisons. Et c'est important. Monsieur Roux, j'ai aussi quelques questions sur les locaux. J'ai quelques questions qui posent. Est-ce que à la fin des 6 mois, qu'il advient des locaux, que le projet est réussi ou pas? Est-ce que les créateurs peuvent racheter le fonds de commerce sur les murs? Est-ce qu'il s'agit de locaux vacants? Là, j'ai quelques questions qui reviennent par rapport aux locaux. Alors, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe très souvent? Alors ça, c'est la bonne nouvelle, ce que je vous disais tout à l'heure, l'effet qui se coule, c'est que le propriétaire, quand il a vu qu'on a eu la chance de lui amener quelqu'un pendant 6 mois, la première chose qu'il fait, il m'appelle. Mais Monsieur Blondel, le local est disponible, je suis disposé à le relouer avec vous, à refaire un dispositif. Ça se fait naturellement, beaucoup plus facilement, j'ai même plus besoin de demander. Quand ça marche, proposition très souvent de passer en bail 369. Il n'y a pas de rachat de fonds de commerce. Le local était fermé. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt. On a pu réactiver un espace marchand. Pensez bien que je ne vais pas dire au propriétaire, attendez, vous n'avez pas vendre votre droit au bail ou pas de porte à quelqu'un d'un local qui était fermé. On a pris un risque pendant 6 mois. L'objectif, c'est que lui, il obtienne un bail 369. Pour les locaux, il n'y a pas que les friches. Ça peut être, notamment, je pense, dans les grandes villes, il y a parfois des caries dans l'hypercentre qu'on ne veut pas voir pour l'image. Donc, spontanément, on va associer ce dispositif dans ce local-là parce que c'est la priorité de la collectivité. Il faut tenir compte aussi des priorités des élus. Hein. Ils ont, en fonction de leur perspective, de leur politique urbanistique, savoir quelles sont les priorités en termes d'aménagement du territoire. Voilà. Donc, dans tous les cas, il démarre avec un bail de 6 mois. 6 mois, bail dérogatoire de 6 mois dans tous les cas. C'est ce qui les rassure. C'est ce qui les rassure. Un bail dérogatoire avec un peu de trésorerie via le prêt d'honneur. C'est pour ça, alors, depuis tout à l'heure, je vous parle de la plateforme, je me dis, oui, Blondel, il vend sa sauce. Mais non, je ne vends pas ma sauce. C'est que je sais qu'aujourd'hui, sans cette manne financière de prêt intuitu personnel à la personne, donc non affecté, en fonds propres, si vous voulez, de l'ordre de 6 000 €, la personne voit les choses différemment. Elle se dit, bon, j'ai 6 000 €, à moi de faire en sorte que cet argent soit dépensé intelligemment en rapport avec mon business plan, en rapport avec mes besoins et mes priorités. Et en se disant, mon propriétaire est payé. Et si ça se passe mal, on ne pourra rien me reprocher. Tout le monde est content. Tout le monde pourra se quitter en bon terme. Et pour inciter les jeunes à s'installer à leur compte, est-ce que c'est possible de faire un reportage sur ceux qui ont réussi, justement, pour qu'ils puissent, parler de leur aventure? Oui, surtout c'est très intéressant parce qu'il y a quand même de très, très, très belles histoires. Enfin, moi, j'en ai, je sais pas, 2 qui me viennent à l'esprit. Je pense à une dame, alors elle va me dire, c'est peut-être pas parlant aussi, après tout. Tout à l'heure, on parlait du profil. Là, j'avais une dame de plus de 50 ans, bien née, on va dire, ne travaillait pas, monsieur avait un bon poste dans le bâtiment, et elle voulait occuper ses journées. Elle a décidé de réouvrir une boutique de prêt-à-porter à Embrun. Et croyez-moi, à 6 000 habitants, le prêt-à-porter sur Embrun, c'est très compliqué, hein, tout disparaît. Donc, elle a levé le défi. Elle est partie sur une boutique de 6 mois, un bail, qu'elle a remis une fois. Et puis ensuite, elle a décidé d'intégrer un espace marchand encore plus important en superficie, dans le même endroit, dans le même centre-ville, sans passer par la boutique à laisser. Vous voyez, donc c'est des histoires absolument incroyables. Avec rien, on peut rebondir là-dessus. Ou bien le témoignage de 2 bouchers. Alors, ça n'a pas marché. On a réouvert une boucherie à Guiès, ce qui n'était pas évident non plus. Ces 2 bouchers, ils ont tenu 1 an. Bon, ça n'a pas fonctionné. Mais ce qui est fou, c'est qu'on a redonné de la confiance en soi à ces personnes. Ce dispositif redonne de la confiance en soi. Il a une vertu, psychothérapeutique assez extraordinaire, quoi. Je veux dire que les gens reprennent confiance en disant mais je l'ai fait, je peux le faire. Certes, ça n'a pas marché. Bon, voilà, les choses sont réglées. Maintenant, je vais pouvoir rebondir sur autre chose. Et cette même boucherie, étrangement, vous voulez que je vous le dise, on a retrouvé 2 nouveaux bouchers qui l'ont repris dans le cadre d'une boutique à laisser.
C'est incroyable, non? Donc, en fait, ça crée l'émulation. Il y a aussi, il va nous rester 5 minutes. Je vais essayer de prendre encore un certain nombre de questions. J'en ai une aussi qui est sur la question des coûts. J'ai une question donc, de Sandrine Lay qui nous demande s'il y a un coût à payer pour la municipalité pour utiliser les services ou de l'association de la Fédération des boutiques à l'essai. Il y a aussi d'autres questions sur la question de cotisation que vous avez évoquée. Donc, cotisation à quoi voilà, et la cotisation pour un village de moins de 1000 habitants, de quel ordre est-elle? Voilà, j'essaie de préciser les questions. Alors, le seul coût réel, c'est l'adhésion à la Fédération nationale des boutiques à l'essai. Ça, on ne peut pas y échapper, ils ont breveté ça. Alors, si demain, on a un concurrent qui sort un nouveau modèle, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est ça. C'est le seul coût réel. C'est la seule cotisation. Pour le reste, il n'y a rien. En fait, pour le reste, on mobilise tous les partenaires d'un territoire, de l'accompagnement à la création d'entreprises, des consulaires jusqu'à toutes les associations qui sont là pour ça, pour accompagner la collectivité sur le projet d'implantation. Il n'y a pas de coût particulier. Nous, il se trouve que dans le cas du leader, on a eu la chance, comme l'a dit Camille, ça a intégré la cotisation, ça a intégré le fonctionnement de ma structure pour la mise en œuvre et le développement de ce dispositif, tout simplement. Tout simplement. Pour moins de 1000 habitants, ce n'est pas grand-chose, je vous le garantis. Hein, à mon avis, ça doit être de l'ordre, je ne sais pas si ça a coûté 500 ou 800 euros, je ne sais pas. Voilà. Très bien, merci. Apparemment, vous avez évoqué aussi le cas de sous-location. Oui. Donc, un des participants nous demande comment ça se passe d'un point de vue juridique. Alors, c'est simple. On a donc le bail dérogatoire entre un propriétaire et un porteur de projet. Le porteur de projet pose la question au propriétaire et on peut le mentionner dans le bail. Est-ce que la sous-location est autorisée? Oui, non, terminé. Et à partir de là, cette personne sous-loue son local, partage son local et les charges avec l'autre porteur de projet. Et ça, c'est important parce que vous verrez dans beaucoup de cas, il y a beaucoup de porteurs de projets pour les boutiques à l'essai qui ont vraiment des micro-projets. On se rend compte que le volume d'activité est vraiment faible. Et ils ont besoin de consolider ce volume d'activité à deux pour pouvoir absorber les charges fixes. Est-ce que c'est des bails tout commerce? Alors, en général, c'est précisé, c'est tout commerce. Quand le propriétaire ne souhaite pas certaines activités, il le mentionne. S'il ne veut pas de restauration pour les nuisances odorantes ou sonores, c'est clairement mentionné. Voilà. Le bail qui a été rédigé par les services juridiques de cette Fédération nationale des boutiques à l'essai, franchement, ils ont tout envisagé. C'est même trop pour moi par rapport au type d'activité qu'on installe, si vous voulez. En tout cas, on est vraiment bordé, blindé. Vous aurez toujours un avocat qui va vous dire, mais non, attendez, là, il y a une faille, certainement. Mais enfin, si je vous l'envoie, vous verriez le machin, c'est vous dire, bon, ça va, on a tout abordé, tout est calé. L'objectif, c'est pas de chercher la petite bête sur le contenu d'un bail. L'objectif, c'est de permettre à quelqu'un de se dire, je vais m'essayer, grandeur nature, dans un local commercial. C'est de permettre à un propriétaire de dire, je vais relouer mon local. C'est de permettre à la mairie de dire, voilà, on a trouvé des solutions, on va pouvoir essayer d'accompagner quelqu'un à s'installer. Tout à l'heure, quand je vous parlais des élus, pourquoi ils aiment ce dispositif, les élus? Parce que c'est vrai, ils arrivent à toucher du doigt. J'ai vu quelqu'un, on va le mettre dans ce local, on peut communiquer ensemble. Et ils ont le sentiment d'avoir réellement contribué à participer à la problématique de la désertification. Merci, Monsieur Bondel. J'ai une dernière question avant peut-être de conclure cette webconférence. Donc, un des participantes nous demande comment vous identifiez les locaux vacants et sur quel partenaire vous appuyez. Premier partenaire, la mairie. Ensuite, les organismes consulaires, très souvent, vous voyez, les organismes consulaires font souvent des diagnostics de territoire. Mais pas seulement. Moi, par exemple, j'ai découvert parmi mes partenaires que j'ai une agence immobilière qui s'appelle Michel Simon Immobilier. Eux, ils ont aussi un logiciel qui est capable de définir le taux de fréquentation et de passage devant la boutique, l'achalandage. Donc, il faut vraiment gratter, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça que notamment les consulaires sont importants, les autres organismes, parce qu'eux, ils ont souvent des informations, des choses qu'ils peuvent apporter en disant attention, la priorité, elle est peut-être là, ou bien attention, là, c'est compliqué. Je voudrais juste terminer sur quelque chose qui me semble important. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il faut élargir son horizon sur les perspectives. On est toujours focalisé sur les services de première nécessité, mais il faut aller au-delà de ça, sincèrement. Pensez à l'artisanat d'art. Ça, c'est important pour nos territoires. Et donc, l'artisanat d'art, de dire, oui, mais le gars qui fabrique des poteries ou je ne sais pas quoi, des fois, il ne peut pas y arriver. Oui, mais
Seul, il ne peut pas y arriver, mais à 2 ou à 3, ça prend du sens. Et vous pouvez vous retrouver une forme de boutique à laisser pop-up ou éphémère, où en fait vous avez une association d'artistes qui auront la capacité d'absorber ces charges fixes et avoir vitrine, pignon sur rue. Vous comprenez? C'est extrêmement important. Les soins sont importants. Nous, on a installé donc psychologue, tout à l'heure on l'a dit, j'ai oublié le nom déjà, ça revient, décidément, j'ai un problème. On a installé infirmier. Ce sont des gens qui participent. Alors, par contre, l'inconvénient de ce genre d'activité, c'est qu'ils ont souvent des vitrines qui vont cacher, qui vont calfeutrer, avec du blanc pour des raisons de confidentialité. Donc là, il faut être un petit peu vigilant, pas se retrouver avec une vitrine avec du blanc parce que l'activité derrière est nuisible. Et c'est de ce constat qui a fait qu'avec Camille Anglada, on est parti sur un nouveau dossier leader qui est en cours en ce moment. Parce que je me suis rendu compte qu'une fois qu'on a trouvé le local dans un bourg centre-ville, fermé, qu'on réactive, parce qu'on a trouvé le porteur de projet, je peux vous assurer que ça ne suffit pas toujours. Parce que quand vous avez un local fermé, que tout autour, vous avez encore 5-6 locaux fermés, allez convaincre la personne de se mettre dans ce local-là. Quand il voit que tout autour est fermé, c'est très difficile à convaincre. Donc l'idée a été de dire avec le Pays Sud, c'est que ce qui est autour, il faut qu'on le décore. Il faut qu'on dessus on puisse mettre une autre signature en disant, vous voyez, ce qui est autour, c'est notre territoire. Et notre territoire a un vrai potentiel économique. Donc l'idée, c'est d'habiller toutes ces vitrines tout autour en mettant en avant, les valeurs du territoire, le patrimoine culturel, architectural, sportif du territoire, en expliquant que cette boutique, c'est peut-être demain une opportunité pour eux, pour un projet de vie, pour un projet professionnel. C'est ce qui se fait en amont tout autour de la boutique à laisser. Il me semble important de penser à ça, parce que convaincre quelqu'un de s'installer dans une boutique à laisser, si tout autour, vous avez 10 boutiques de fermées, ça reste compliqué, malgré tout. Merci, Monsieur Blondel. Merci à Camille Anglada aussi d'avoir été avec nous pour parler de leader et de la manière dont le programme a accompagné ce dispositif. Merci, Monsieur Blondel, pour toutes ces explications. Je vous en prie. Merci à l'ensemble des participants. N'hésitez pas à me contacter. J'ai laissé mon téléphone portable à Madame Cazot. Exactement. Donc, sachez que l'ensemble des documents ressources, je les ai mis en début de réunion. Donc, vous avez un certain nombre de liens sur lesquels vous avez donc l'ensemble des informations sur ce dispositif. La webconférence pourra être aussi à nouveau consultée sur le site du Réseau Rural National puisqu'elle a été enregistrée et vous y retrouverez l'ensemble des documents ressources, les liens, les coordonnées de M. Blondel. Donc, pour ma part, j'étais ravie donc de passer cette heure avec vous et de partager cette expérience. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines sessions de webconférence qui auront lieu donc les mois prochains, notamment au mois de mars. La prochaine webconférence devra avoir lieu sur la question du tourisme rural et solidaire. Donc, vous voyez, on varie les thématiques qui intéressent les acteurs et territoires ruraux. Donc, ravi d'avoir passé cette heure avec vous. Merci de vos témoignages et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci. Merci à vous. Merci Christelle. Il n'y a pas de quoi.